Bonjour tout le monde. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous présenter les solutions à bénéfices multiples. C'est un projet mené par le CEPRI qui a été expérimenté localement dans le Grand Est pour impulser justement la réduction de vulnérabilité du bâti individuel face aux inondations. Le CEPRI, qu'est-ce que c'est? C'est une association de collectivités territoriales. Donc, c'est des élus qui sont unis depuis près de 30 ans pour prévenir le risque d'inondation partout en France. Donc, vous avez la carte des membres du CEPRI à droite. On a à peu près 130 membres. Le CEPRI s'est doté d'une équipe technique qui accompagne les élus et les techniciens de collectivité, qui leur fournit des outils, qui les accompagne dans la montée en compétences et qui les représente nationalement. On travaille essentiellement sur les inondations et puis les autres problématiques liées à l'eau. Les inondations, bon, on a déjà eu un premier aperçu, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais globalement, on peut dire que c'est à peu près un Français sur quatre ou un emploi sur trois qui sont exposés au risque d'inondation, avec donc aussi des chiffres de sinistralité que nous a présenté Olivier Bouc qui sont importants. Et donc, on peut dire que c'est le principal risque majeur de France au vu de l'ampleur des personnes qu'il peut toucher. Sur les inondations, on a plusieurs types d'inondations. Déjà, c'est important de le rappeler, on a à la fois le débordement d'un cours d'eau, qui peut être lent, qui peut être rapide, ou même torrentiel dans les parties très montagneuses. On a aussi le ruissellement, en contexte urbain, par exemple, quand on a une très forte pluie. De la remontée de nappe aussi, donc vraiment par le sol. Et puis de la submersion marine quand on est proche d'un littoral. On peut aussi avoir d'autres types d'inondations, des par rupture de digues, par remontée dans les réseaux, etc. Ce qui est important de savoir, c'est que il y a les collectivités qui ont la compétence de gestion des risques, elles mettent en œuvre des stratégies de prévention d'inondation en activant plusieurs leviers, selon les territoires, en fait, selon les spécificités du territoire, les moyens, les choix qui sont faits. On a plusieurs leviers qui sont activés de façon différente. Donc déjà, la culture du risque envers les habitants et mais aussi les élus et techniciens. On a l'aménagement du territoire aussi, qui est un levier très important pour aménager en prenant en compte le risque, peut-être des fois en délocalisant les habitations de certaines parties, en intégrant des choses dans le plan local d'urbanisme, par exemple. On a aussi la protection collective, qui est un levier, donc le fait d'avoir, par exemple, des ouvrages de protection tels que des digues, et l'adaptation individuelle. Donc aujourd'hui, on parle essentiellement de ce point-là, qui est ce qu'on peut appeler aussi la réduction de vulnérabilité du bâti. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de connaître les fragilités d'un bâtiment, de sa maison, de son logement, et de chercher à réduire ces fragilités pour que quand une inondation se produit, on réduise les dommages. C'est vraiment l'objectif de cette présentation. Les solutions à bénéfices multiples, c'est né de plusieurs constats. Déjà, le premier est que les collectivités, malgré leurs efforts pour mettre en place des démarches de réduction de vulnérabilité du bâti sur leur territoire, on constate qu'il y a un faible passage aux travaux. Que même s'il y a des diagnostics qui sont faits, souvent les habitants ne franchissent pas l'étape suivante qui est de passer aux travaux, sauf quand on a eu parfois des inondations dans certains territoires. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est comment on peut encourager les habitants à passer aux travaux pour réduire la vulnérabilité de leur bâti. Et en même temps, on a un second constat qui est que, en parallèle, il y a beaucoup de travaux de rénovation qui sont faits par les ménages, des travaux d'entretien, des travaux d'amélioration, par exemple de mise en accessibilité, d'évolutivité parce on crée un studio pour un enfant dans le logement familial, parce qu'on fait une rénovation énergétique, etc. Et donc ça, on voit qu'en 2019, on a eu environ plus de 27 milliards d'euros de dépensés par des ménages pour faire de la rénovation. Donc un ménage sur cinq qui a fait une rénovation en 2019, ce qui est quand même assez considérable. Et en parallèle, on peut, pour se donner un ordre d'idée, voir le budget du fonds Barnier, par exemple, qui est dédié à différentes actions de prévention, dont la subvention sur de la réduction de vulnérabilité du bâti, qui s'est élevée l'année dernière à 200 millions d'euros. Donc on voit en tout cas que par la différence le montant qui est alloué aux deux actions, que côté rénovation, on a vraiment un gros potentiel. En tout cas, on a des habitants qui sont prêts à mettre
de l'argent dans la rénovation. Et donc, du coup, l'idée du CEPRI, c'était de réfléchir, enfin, c'était de se dire, bah, on voit qu'il y a une appétence des particuliers pour la rénovation du logement, on voit qu'il y a un intérêt grandissant aussi pour la rénovation énergétique, et donc il faudrait profiter de cette appétence-là pour amener à faire plus de travaux de réduction de vulnérabilité, c'est-à-dire essayer de coupler en fait les deux démarches qui sont aujourd'hui très séparées, et donc faire de la rénovation ce qu'on appelait un cheval de Troie, c'est-à-dire qu'on s'en sert pour aussi réduire la vulnérabilité face aux inondations. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de chercher à rapprocher les politiques publiques parce qu'elles ont des intérêts qui convergent, c'est-à-dire déjà optimiser les dépenses publiques. Parce que quand on fait une première dépense pour, par exemple, on subventionne le fait de remplacer le système de chauffage pour avoir un système de chauffage qui est plus efficace et que quelques mois plus tard, on a une inondation et que du coup, enfin, on n'avait pas prévu forcément de mettre la chaudière au bon niveau, du coup, elle est inondée, donc il faut la remplacer. Donc on subventionnerait deux fois, potentiellement, quelque chose qui aurait pu être fait une seule fois de manière plus intelligente. C'est aussi optimiser les dépenses des ménages, parce que tout n'est pas subventionné. Optimiser les travaux, donc là on parle à la fois de gêne pour les particuliers, de matériaux employés, et puis de payer deux fois certaines choses. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a essayé de chercher comment on pouvait avoir des solutions donc à bénéfices multiples. C'est bien à la fois pour la rénovation et à la fois pour adapter les bâtiments aux inondations. Et donc l'objectif là-dedans, c'est aussi d'éviter des interventions contre-productives. Comme je disais, on pourrait parler de quelques exemples. J'en ai déjà cité un avec le chauffage, mais il y a aussi l'électricité, par exemple. Si on refait son système électrique à neuf et qu'on a mis le compteur à une hauteur trop faible et qu'il est inondé et qu'il faut refaire entièrement après le système, c'est plutôt contre-productif. On pourrait faire l'exemple avec l'isolation par l'extérieur, avec une quantité d'interventions, de rénovation. Et donc, suite à ces premières réflexions, on a monté un groupe de travail à échelle nationale avec justement la mission risque naturel, l'agence qualité construction, la Fédération française du bâtiment et le ministère. Et ça a malheureusement pas permis, enfin on a avancé sur plein de sujets, on a fait une fiche des solutions à bénéfices multiples, on les a listées, mais on n'a pas pu déboucher sur une transformation à l'échelle nationale de qui permettent de rapprocher en tout cas ces deux branches différentes. Et donc, il en est ressorti qu'il fallait d'abord qu'on fasse une expérience locale, une expérimentation locale pour que ça puisse impulser en fait un changement après à l'échelle nationale, mais qu'il fallait d'abord voilà, qu'on essaye quelque part de voir comment concrètement on pouvait agir dans le domaine. Et donc, on a retenu le territoire du Grand Est, puisqu'il y avait un réseau local d'acteurs très mobilisés qui était très connecté aussi et motivé. Donc, on a décidé de travailler dans le Grand Est euh, avec donc le SDEA qui est ici et que je salue et qui pourra peut-être prendre la parole après. Et donc, l'idée, en fait, c'était une fois qu'on savait qu'on allait travailler dans le Grand Est avec le SDEA, il fallait aussi choisir bah, sur quel territoire, quelle portion de territoire on fait un test pour qu'on puisse voir concrètement ce que ça pouvait donner. Donc, il fallait que ce soit un territoire qui soit inscrit dans une démarche de programme d'action de prévention des inondations, ce qu'on appelle un PAPI, pour pouvoir mobiliser le fameux fonds Barnier dont vient de parler Olivier Bouc. Ensuite, il fallait que le territoire soit pas trop grand pour qu'on puisse facilement l'animer, mais un petit peu quand même pour pouvoir avoir des résultats, et que la gouvernance soit assez simple. Donc sur le fonds Barnier, juste là, je voulais faire un petit zoom, mais du coup, on a déjà parlé juste avant, mais je voudrais quand même vous redire que les travaux de réduction de la vulnérabilité du bâti peuvent être financés, enfin subventionnés par le fonds Barnier. Donc quand on a un plan de prévention des risques d'inondation, on peut avoir jusqu'à 80% des travaux qui sont financés par le fonds Barnier, donc avec une certaine limite de 36 000 euros et 10% de la valeur vénale du bien. Et quand on a un programme d'action de prévention des inondations sur le territoire, on peut aussi être financé à 80%. Et je voulais aussi vous dire rapidement ce que c'est justement un PAPI. C'est un outil de contractualisation entre les collectivités territoriales et l'État. Et puis, en fait, l'objectif, c'est de promouvoir une gestion du risque, mais pas à l'échelle d'une commune, mais vraiment à l'échelle d'un bassin versant, un bassin de risque assez large pour réduire les conséquences des inondations. Et donc, en fait, il y a des axes avec des actions dans chaque axe et la réduction de vulnérabilité du bâti
c'est vraiment un axe à part entière. Donc du coup, il y a des collectivités qui portent des papis, elles inscrivent, souvent, elles ont des démarches de réduction de la vulnérabilité pour les particuliers et aussi pour les entreprises, sachant que le fonds Barnier subventionne un peu moins les entreprises et dans une limite de 20 salariés. Donc pourquoi on dit ça? Parce que du coup, le SDEA avait décidé de lancer une campagne de la sorte dans son papi, qui s'appelle l'opération Pied au sec, ils l'ont appelée. Et donc, on a choisi le territoire du papi de la Haute-Zan pour commencer, parce que justement, cette campagne de travaux de réduction de la vulnérabilité allait être lancée. Et puis, ensuite, on a décidé d'étendre le périmètre à un deuxième territoire, qui était celui du papi 3 Ride Centre-Alsace. Donc, je vais revenir juste sur le territoire de la Haute-Zan. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait un acteur qui s'appelait la SEM Octave, qui était un acteur du tiers financement de la rénovation énergétique. Donc, ça veut dire quoi? Qui s'occupe qui sont un interlocuteur déjà de France Rénov, qui porte le service France Rénov pour la rénovation énergétique et qui s'occupe aussi après Ils peuvent faire l'avance de la subvention de l'État auprès des particuliers et puis même ils peuvent s'occuper des travaux. Donc ça, c'était vraiment un élément très important. Et donc rapidement, sur les acteurs d'expérimentation, on avait donc le SDEA, qui est le syndicat des eaux, qui a porté la partie réduction de vulnérabilité du bâti, l'agence qualité construction, France Rénov, bien sûr, pour la partie rénovation énergétique, et puis donc Octave, dont je viens de vous parler, deux autres collectivités qui portaient le service France Rénov aussi, et la Fédération française du bâtiment, la région Grand Est. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Donc déjà, on a échangé les documentations entre les acteurs qui s'occupaient de la rénovation énergétique et le SDEA qui s'occupait du diagnostic inondation. Et on a mis en place un kit SBM, donc le SDEA a fait, que je vous montre juste derrière, où on avait à la fois les documents de cadrage, un kit de communication et puis une procédure pour expliquer à France Rénov dans quel cadre il devait recommander de faire un diagnostic de vulnérabilité selon voilà, comment on pouvait trouver à qui recommander ce diagnostic. Ensuite, on a eu un accompagnement des conseillers de France Rénov lors d'un diagnostic opération pied au sec pour essayer de voir, pour que France Rénov puisse comprendre ce qui était regardé par les diagnostiqueurs du SDEA. Et puis ensuite, on a eu la promotion réciproque des uns envers les autres. En fait, l'objectif, c'était que quand, par exemple, France Rénov allait faire un diagnostic de rénovation énergétique, ils puissent conseiller aux particuliers de faire en même temps de faire en plus un diagnostic de réduction de vulnérabilité aux inondations, pour qu'après, le particulier puisse, quand il pense à ses travaux, les penser de façon intégrale, parce qu'il aurait eu les deux diagnostics en même temps, et pas à 10 ans d'intervalle, par exemple, et qu'il puisse se dire, eh ben, vu que j'ai ces infos-là, je vais programmer mes travaux en prenant en compte tout ça. Et donc, inversement, après, Opération Pied au sec faisait la promotion de la rénovation énergétique. Et donc ensuite, on a eu des réunions régulières pour suivre ce processus. Alors, qu'est-ce que ça nous a appris, cette expérimentation? Que les acteurs locaux étaient très, très impliqués dans le projet et que malgré ça, en fait, le dispositif, il est complexe à mettre en œuvre et que ça n'a pas permis forcément d'atteindre des résultats aussi élevés qu'on s'était fixés. Et que les deux démarches, elles sont très différentes, en fait, structurellement. C'est-à-dire que les particuliers, ils ont du mal à faire le lien, et c'est tout à fait normal, entre deux démarches qui sont très différentes, qui n'ont pas les mêmes financements, qui n'ont pas les mêmes acteurs, qui ne sont pas sur le même périmètre. Et donc, du coup, en plus, la partie rénovation énergétique, on comprend rapidement, en fait, les bénéfices qu'on va en tirer, alors que la réduction de vulnérabilité aux inondations, c'est quelque chose qui paraît plus difficilement appréhendable dont on voit moins les bénéfices à court terme. Donc ça, déjà, c'est un vrai frein. Ensuite, sur le plan organisationnel, il y a eu des difficultés aussi sur le fait qu'il manquait une carte, peut-être qui puisse récapituler les acteurs, les périmètres, puisque tout ça, c'était superposé de façon... Enfin, il y a une complexité entre les EPCI, le service France Rénov, qui est porté par différents acteurs, le syndicat... Enfin, ça nécessitait d'y voir peut-être plus clair. Après, il y avait aussi une difficulté à capter l'attention des habitants, justement, qui ont régulièrement qui sont sollicités pour plein de choses, qui voient beaucoup d'informations passer. Il y a aussi des difficultés de financement,
puisque donc, sur la rénovation énergétique, on a des aides et de l'avance qui est prévue pour les particuliers, mais sur la partie inondation, on a aussi des aides qui sont prévues, donc comme je vous disais, jusqu'à 80% dans ces cas-là, mais une avance qui est à faire par les particuliers et qui peut durer une année. Donc on imagine que ça peut être un vrai frein pour certaines personnes, même le reste à charge d'ailleurs. Et puis on a aussi des entreprises qui répondent pas forcément favorablement aux sollicitations de travaux parce que c'est des travaux particuliers et qu'il faut y être sensibilisé. On a aussi un manque de temps pour les conseillers de Transrénov qui doivent intégrer des nouveaux paragraphes dans leur compte rendu, prendre plus de temps au téléphone avec les particuliers, qui ne sont pas forcément sensibilisés, en tout cas experts sur la question d'inondation, et qui avaient peut-être peur parfois de ne pas trouver les bons mots, peur d'effrayer les particuliers, de les submerger d'informations. Et donc, tout ça, ça nous a donné des pistes de travail collectivement sur comment on pourrait euh, continuer enfin, comment on peut continuer d'impulser la réduction de vulnérabilité aux inondations et de le coupler avec la rénovation énergétique. Donc déjà, on s'est posé la question, comment on peut faciliter le travail des acteurs locaux qui ont été très impliqués sur le sujet et qui ont fait face à certaines difficultés. Donc déjà, on pourrait profiter de la refonte d'une plateforme qu'utilise France Rénov pour systématiser l'intégration de la recherche géorisque ou aériale, ce qui permet de faire l'information acquéreur-locataire dans le compte-rendu de France Rénov. C'est-à-dire que quand on tape l'adresse d'un bien chez France Rénov, on pourrait directement voir le résultat de la recherche qui montre les résultats du plan de prévention des risques et on pourrait voir que ce bien-là est en zone inondable. Donc, je leur conseille de faire aussi un diagnostic vis-à-vis des inondations. Et dans ce compte-rendu, on pourrait aussi rediriger vers l'entité qui s'occupe du risque d'inondation et avoir une notice de préconisation aussi sur les bonnes pratiques. Ensuite, comment on peut faire pour que l'usager soit réceptif? Donc là, nous, il nous semble que c'est essentiel d'adopter une posture de user-centered design. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'écouter l'habitant lors d'un diagnostic et de vraiment l'impliquer dans la stratégie de réduction de vulnérabilité de son bâti, la stratégie d'adaptation, c'est-à-dire déjà écouter sa connaissance empirique, parce qu'il y a beaucoup d'habitants qui ont connu des inondations, qui savent exactement à quel moment elle est rentrée, comment, combien de temps elle est restée, jusqu'à quel niveau elle est montée, et puis après, qui peuvent aussi, en fait, quand on n'implique pas la personne dans les choix qui vont être faits chez elle, et qu'elle reçoit plus tard un diagnostic par la poste, on peut imaginer qu'elle va pas être impliquée et qu'elle va pas forcément être réceptive à l'information, alors que si elle a co-construit avec le diagnostiqueur la proposition, enfin la stratégie, ce sera certainement différent. Ensuite, on a aussi euh, proposé de promouvoir l'adaptation globale du logement, c'est-à-dire avoir une communication intégrale peut-être pour justement pour pouvoir arrêter d'avoir des choses qui sont juxtaposées, d'un côté la rénovation énergétique, de l'autre les inondations, et où on voit que du coup, il y a beaucoup de messages et que on ne sait pas par lequel commencer. Donc, essayer d'avoir une communication globale, et puis pourquoi pas créer un label de maison résiliente aussi pour justement favoriser cette approche globale. On sait que d'ailleurs, France Rénov travaille déjà sur la sensibilisation au changement climatique par rapport au côté énergétique. Donc, pourquoi pas intégrer aussi la question des risques. Ensuite, pour que l'usager comprenne comment on pourrait faire mieux, peut-être avoir un diagnostiqueur unique pour l'ensemble des expertises à apporter. Et donc là, on pense forcément à mon accompagnateur Rénov qui vient d'être mis en place assez récemment. Mais on sait aujourd'hui que les personnes qui vont qui ont ce rôle ne sont pas formés, enfin, il n'est pas prévu de les former à la question des risques. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait intégrer? En tout cas, au CEPRI, on a déjà formé de nombreux diagnostiqueurs, donc on pense que c'est quelque chose qu'on pourrait aussi faire pour ces personnes-là. Et puis après, on pense naturellement aux architectes qui ont justement une, euh, une approche globale du bâti et même au-delà de la rénovation énergétique, de l'adaptation du bâti,
mais aussi sur voilà, les coûts, les matériaux, le patrimoine. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment un acteur qui nous semble incontournable pour parler tous ces langages différents. Et puis ensuite, il nous semble aussi important d'accompagner les artisans dans leur sensibilisation et leur montée en compétences parce que c'est des acteurs clés aussi qui doivent être plus sensibilisés pour donner les bons conseils. Et pour ça, du coup, on a une convention avec la Fédération française du bâtiment. Et on va lancer des apéros artisans pour sensibiliser donc les artisans. On va faire une plaquette aussi pour eux pour qu'ils puissent avoir les, les bons réflexes. Et puis, du coup, être des bons conseils auprès des particuliers. Et puis aussi, donc, quand on parle de financement, moi, on pourrait faciliter les choses pour l'usager. Donc déjà, avoir un guichet unique aussi qui centralise les différentes aides et qui avance les travaux, puisque déjà, il faut s'adresser aujourd'hui à plusieurs organismes pour plusieurs aides différentes, certaines qui sont avancées, d'autres non, certaines qui sont remboursées à tant de pourcents, les autres non. Et donc, c'est vrai que c'est une complexité administrative pour un usager qui a aussi ouais, plein d'autres choses à faire par ailleurs, une connaissance qui n'est pas forcément accrue sur ces sujets-là. Et donc, on pourra avoir ce guichet unique qui permettrait de faciliter beaucoup de choses. Et puis, qui permettrait, on pourrait aussi imaginer réduire le reste à charge de 20% pour les particuliers. On a certaines collectivités membres du CEPRI, par exemple, qui décident, pour vraiment que leur campagne de réduction de vulnérabilité marche, de prendre à leur charge le reste à charge qui est normalement pour les particuliers. Donc ça, des choix qui peuvent être faits. Et puis donc en conclusion, la conclusion de cette étude, c'est qu'il vaut mieux, enfin de cette étude, de ce projet, de cette expérimentation, c'est qu'il vaut mieux vraiment intégrer plutôt que juxtaposer. On voit en tout cas que juxtaposer la rénovation énergétique la réduction de vulnérabilité du bâti, ça ne permet pas, en fait, ça, ça peut multiplier, en fait, comment dire, qu'on fasse des interventions, des rénovations qui soient des actions contre-productives, en fait, et qu'il vaut mieux mobiliser, enfin, mutualiser les moyens, les efforts, les travaux quand ils sont faits. Et donc, du coup, on va poursuivre, nous, de nouvelles expérimentations dans notre territoire pour essayer de voir, avec les enseignements qu'on a tirés du Grand Est, comment on peut essayer de faire en sorte qu'on arrive à mutualiser tous ces moyens. Je pourrais aussi vous dire qu'on a, au CEPRI, on travaille beaucoup sur l'adaptation du bâti. Donc, on a une plateforme sur notre site où on a recensé aussi tous les ouvrages qui parlent d'adaptation du bâti, enfin, les ouvrages et les guides, et on les a classés selon le profil de la personne qui cherche. Donc, si vous êtes diagnostiqueur, si vous êtes un habitant, un architecte ou autre. Et puis, on a aussi un guide qu'on a fait il y a quelques années qui s'appelle Le bâtiment face à l'inondation et qu'on est en train aujourd'hui de revoir en triant aussi toutes les actions qu'on peut faire d'adaptation du bâti, mais en ayant justement à l'idée que parfois, il faut avoir en tête quand on fait cette action-là que ça peut servir dans le cadre d'une rénovation énergétique. En fait, on essaye de tisser des liens avec d'autres actions de rénovation pour essayer de, d'articuler tout ça. Et du coup, on réfléchit aussi à si on parle une rénovation lourde ou légère. Et donc, ce guide-là, il va sortir, il est en train d'être réactualisé, il va sortir d'ici la fin de l'année. Donc, vous pourrez regarder sur notre site, mais voilà ce que je pouvais vous dire sur cette expérimentation. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation et pour cette belle conclusion aussi du fait que il faut réfléchir à plusieurs sujets en même temps, que c'est assez complexe, mais que la réussite des actions ne peut que passer par ça. Il y a eu des échanges dans le chat par rapport au financement, mais aussi par rapport à la mobilisation du fonds. Est-ce que c'est uniquement dans le cas où il y a un PPRI ou c'est également possible quand il y a un PAPI? Est-ce que ouais, vous pouvez Oui, alors faire un retour par rapport à ça? pas eu toutes les questions. Alors, c'est effectivement dans le cadre. Le fonds Barnier, et je pense qu'Olivier Bouc pourra compléter si jamais, peut être mobilisé dans le cas où on a un PAPI et que on a prévu des actions, enfin, que la collectivité a prévu des actions
de réduction de la vulnérabilité du bâti. C'est aussi possible de le mobiliser dans le cas où on a un PPRI, donc un plan de prévention des risques d'inondation sur le territoire qui donne des prescriptions d'adapter le bâti. Et c'est aussi possible quand on a un arrêté MIRAPI, donc mieux reconstruire après inondation. Ça, c'est un arrêté expérimental qui a été pris dans certains territoires. Euh, donc c'est surtout dans ces trois cas. Alors, il faudrait que je regarde plus précisément toute la nature des échanges. Moi, Euh, j'avais levé la main si c'était possible. ouais. J'ai posé justement une question. Je suis Laetitia Soulier de Grand Paris Sud et j'ai travaillé sur le syndicat de l'Yvette et de l'Orge. Et à moins qu'il n'y ait eu une réforme ultra récente, mais ça n'était possible sur le bâti existant que s'il y avait des recommandations de travaux dans le PPRI. Or, il se trouve que on avait le cas de PPRI qui étaient anciens et qui n'avaient aucune recommandation sur le bâti existant. Et donc, on ne pouvait pas faire, par exemple, des rehausses de chaudière ou des choses comme ça. Alors, j'ai lu récemment le guide du fonds Barnier et si je, sauf erreur de ma part, j'ai bien vu qu'il était question justement d'un PPRI qui incluait des prescriptions vis-à-vis du bâti. Donc, si le PPR n'en contenait pas, c'est peut-être pour ça que c'était pas possible de le prendre en charge. Je laisse Olivier Bouc compléter. Je confirme exactement cette lecture. Dans le cadre de PPRI, les mesures doivent être rendues obligatoires par le PPRI pour être subventionnables par le fonds Barnier. Si les mesures sont juste recommandées, elles ne seront pas subventionnables. C'est une limite importante pour laquelle on a Ouais. déjà échangé avec la DGPR sur enfin, pour attirer son attention sur les limitations que que ça peut engendrer. C'est Ok, effectivement merci. beaucoup plus souple dans le cadre d'un PAPI. Oui. Dans le PAPI, à partir du moment où la collectivité porte le diagnostic, les mesures identifiées par le diagnostic sont subventionnables pour le particulier. Ok, merci beaucoup. J'ai vu une Merci autre beaucoup. question plus haut, juste parlant sur en quoi l'isolation extérieure est contre-productif. Elle l'est pas en soi du tout. Ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, c'est exactement l'exemple que donnait Bertrand tout à l'heure, si on réalise une isolation par l'extérieur avec des matériaux pas adaptés à l'inondation alors que ce bâtiment est inondable, et que du coup, on va faire peut-être des travaux d'isolation et peut-être que 2 mois après, et je crois que Bertrand, tu avais un exemple, 2 mois après, on peut être inondé et devoir tout refaire. Donc c'est plutôt en ce sens qu'on peut faire des choses contre-productives, c'est quand on change par exemple sa porte et que elle n'est pas adaptée à l'inondation, par exemple à l'inondation longue qui peut endommager pendant si la porte est immergée plusieurs jours, et ben on va devoir la remplacer quelques mois après alors qu'on vient de se la faire subventionner. Donc c'est vraiment pas l'action en elle-même qui est contre-productive, mais c'est si on réfléchit pas à l'inondation par exemple et qu'on doit faire les choses plusieurs fois. Merci beaucoup. L'exemple est valable aussi pour l'installation d'un système en sous-sol, par exemple, alors qu'on sait que c'est exposé. Et donc, peu importe le système, mais tant qu'il est exposé, la solution n'est pas adaptée. Voilà, il n'y a pas plus de questions. On peut faire une pause avant de passer à la suite. Donc là, on a eu le zoom sur le risque inondation. Je vais partager l'écran, peut-être c'est plus simple. Euh, Ouais, donc on peut faire une pause et après, s'il reste des questions, on peut les reprendre à la suite, après les interventions qui restent. Donc, on aura un zoom sur le risque, retrait et gonflement des argiles. Et après, on aura le retour d'expérience de la région Grand Est. Donc, on se voit dans 10 minutes. On peut dire 16h14. Il semblait y avoir une main levée, Yacine, je ne sais pas si elle est toujours d'actualité. Alors, je ne vois pas. Si, ouais. Bonjour. Bonjour. Je peux parler? Oui, oui. Oui, juste par similitude
par rapport à l'utilité de l'isolation ou des travaux d'amélioration de l'habitat. Il est très important de vérifier sur la qualité ou sur la solidité du bâtiment. J'ai eu l'occasion, de par ma spécialité d'ingénieur structure, d'expertiser des bâtiments qui étaient proposés par l'ANA pour les sauver énergétiquement et côté aussi, ils étaient classés plus ou moins des bâtiments insalubres. Et du coup, j'étais amené à effectuer une expertise structurelle. Il y avait des dégâts, on peut dire, ou des anomalies apparentes, quelques fissurations, mais au bout de la mission, on a constaté, on a conclu que ça ne met pas en cause la durabilité du bâtiment. Donc, on a donné un avis favorable, on peut dire, entre guillemets, par rapport à l'utilité des travaux de rénovation colossale qui étaient prévus. Donc, c'était mon intervention pour donner vraiment, c'est très important de vérifier les autres aléas comme l'inondabilité du terrain ou la solidité essentiellement du bâtiment ancien, notamment en bâtiment collectif. Merci. Laure, Oui, bah, du coup, je trouve ça intéressant. Effectivement, par rapport à ce que j'ai dit, on pourrait aussi pousser la réflexion jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on prône, c'est de réfléchir à l'inondation et à la rénovation énergétique, mais plus loin à tous les autres aléas, les RGA dont on va parler, le vent violent, la sécheresse, etc. D'avoir une approche vraiment globale du bâti. Et je réponds aussi à quelques questions que j'ai vues dans le chat parce que on disait que ça peut être mon accompagnateur rénov qui ait une approche globale du bâti, que ça peut être les architectes, mais ça peut aussi être les maîtres d'œuvre qui ont, en tout cas, ou tous les acteurs qui ont une approche globale en fait du bâtiment et qui peuvent croiser les différentes approches, les différents aléas, les différents besoins. Donc, je partage le fait qu'il faut regarder encore plus large que la rénovation énergétique et inondation. Il faut avoir cette approche globale de l'adaptation du bâtiment au contexte actuel et futur. merci beaucoup. Donc, je vous propose qu'on prenne une pause et on pourra reprendre après s'il y a d'autres questions. Donc, rendez-vous à 16h15.